Je suis le dernier invité d'une fête qui s'est terminée il y a une éternité. La musique s'est tue, les lumières se sont tamisées, et pourtant, je suis encore là, assis dans la pénombre de mon salon, au cœur du marais. Tous ceux que j'ai aimés ont déjà franchi le seuil de la porte. Ma femme est partie la première, puis mes amis, et enfin, même mes vieux rivaux, ceux avec qui je me disputais sur la place des Vosges, ont fini par s'éteindre. Avant de partir, ils me posaient tous la même question, les yeux embués de curiosité et d'une pointe d'envie. Quel est ton secret, Jean-Pierre ? Je leur répondais toujours la même chose, avec un petit sourire modeste. La nourriture saine, mes amis, rien de plus. Pendant longtemps, j'y ai cru. Mais avec le recul de mes 96 ans, j'ai compris que c'était un mensonge confortable. J'ai vu des hommes manger bio, ne jamais toucher à une goutte de vin de Bordeaux, s'épuiser à la gymnastique chaque matin, et pourtant partir aussi vite que les bons vivants. Le secret n'était pas dans l'assiette. Je m'appelle Jean-Pierre Bénédicte. J'ai conduit un taxi dans les rues de Lyon et de Paris pendant 41 ans. Aujourd'hui, ma vie se résume à un appartement au 4e étage, sans ascenseur, où chaque marche est un combat contre la gravité. Chaque matin, à 6 heures précises, mon horloge interne me tire du sommeil. Ce n'est pas la faim qui me réveille, c'est l'habitude. Je me lève, je sens mes os craquer comme du vieux bois sec, et je me dirige vers la cuisine pour préparer mon café. J'utilise la même vieille cafetière italienne depuis des décennies. Le sifflement de la vapeur est le premier signe de vie dans cet appartement silencieux. Je m'assois ensuite dans mon fauteuil, celui que j'occupe depuis 47 ans. En face de moi, il y a une autre chaise. Elle est vide depuis 11 ans maintenant. Je ne l'ai jamais déplacée. Parfois, des voisins, des journalistes en quête d'un sujet sur les centenaires, ou même des médecins au regard clinique, viennent s'asseoir là. Ils veulent la liste. Que mangez-vous, monsieur Bénédicte? Combien d'heures dormez-vous? Prenez-vous des vitamines? Je leur donne ce qu'ils veulent entendre. Je leur parle de mes 2 œufs au plat, cuits dans le beurre chaque matin, de la viande rouge 2 fois par semaine, des légumes du marché, du pain frais de la boulangerie Murciano en bas de chez moi, et d'un carré de chocolat noir après le dîner. Ils notent tout scrupuleusement, contents d'avoir trouvé une recette magique, puis ils s'en vont. Mais il manque l'essentiel. Ils ne demandent jamais « Jean-Pierre, qu'est-ce qui te donne envie de te lever quand tout le monde est parti? Comment fais-tu pour que cette journée compte encore après presque un siècle? » La vérité, c'est que le régime n'est qu'une pièce du puzzle. J'ai connu des gens qui comptaient chaque calorie comme s'ils comptaient les grains de sable d'un sablier, vivant dans la peur constante d'une entorse à la règle. Ils étaient misérables. Et les gens misérables ne vivent pas longtemps, j'en suis convaincu. Un jour, un jeune médecin m'a dit que mon cholestérol m'emporterait avant mes 60 ans. Je suis allé à ses obsèques il y a 20 ans. Ce n'est pas la peur de mourir qui nous garde en vie, c'est l'appétit pour le lendemain. Et cet appétit, je l'ai appris non pas dans les livres, mais derrière le volant de mon taxi, en observant un homme qui croyait tout savoir sur la santé. Aimez et abonnez-vous. Ici,
nous préservons la sagesse que le monde moderne tente d'effacer. Que seuls ceux qui cherchent la vérité restent. Cet appétit, je l'ai forgé dans le vacarme des moteurs et l'odeur du cuir usé de mon taxi. Pendant 41 ans, j'ai été le témoin silencieux de milliers de vies qui défilaient sur la banquette arrière. À Lyon, ma ville de cœur, je connaissais chaque pavé de la Croix-Rousse et chaque virage serré qui grimpait vers Fourvière. C'est là que j'ai compris que le savoir ne protège de rien. Pendant 4 ans, 2 fois par semaine, j'avais un habitué. Un homme élégant, toujours pressé, le regard dévoré par une urgence que je ne comprenais pas encore. Il s'appelait le docteur Beaumont. C'était un nutritionniste de renom, un de ceux qui écrivent des livres et donnent des conférences à la faculté de médecine. À l'arrière de ma Peugeot, il passait son temps à donner des ordres au téléphone. Je l'écoutais sermonner ses patients avec une autorité glaciale. Supprimez le beurre, réduisez les portions, surveillez votre rythme cardiaque. Il connaissait la mécanique du corps humain sur le bout des doigts, mieux que je ne connaissais mon propre moteur. Un jour, alors que nous étions bloqués dans un embouteillage sur le quai Saint-Antoine, je l'ai regardé dans le rétroviseur. Il transpirait, ses doigts tambourinaient nerveusement sur sa mallette en cuir. Je lui ai demandé « Docteur, c'est quoi finalement le secret pour vivre vieux et en bonne santé ?» Il m'a répondu sans hésiter, comme s'il récitait une leçon. « Jean-Pierre, mangez propre, dormez bien et évitez le stress à tout prix. » J'ai souri en passant la première. « Et vous, docteur, est-ce que vous appliquez vos propres conseils ?» Il y a eu un long silence, seulement troublé par le ronronnement du moteur. Puis, il a murmuré, presque pour lui-même, « Je mange bien, je dors correctement, mais le stress, je n'ai jamais trouvé le moyen de m'en défaire. » Le docteur Beaumont est mort dans la 70aine. J'ai conduit sa veuve à la cérémonie funéraire. Il avait toute la science du monde, mais il était dévoré de l'intérieur par une force que ses régimes ne pouvaient pas atteindre. Si une liste de bons aliments suffisait à rendre un homme éternel, il serait encore là. Mais le corps n'est pas qu'une machine qu'on alimente, c'est une maison que l'on habite. Et ma maison, à l'époque, c'était Margaret qui la tenait debout. Nous avons été mariés 58 ans. 58 ans de partage, de disputes et de silence complice. J'étais ce qu'on appelle un bon mari selon les critères ordinaires. Je travaillais dur, je ramenais l'argent, je ne disparaissais pas dans les bars de la guillotière. Pourtant, Margaret me disait souvent, d'un ton doux mais lucide, « Jean-Pierre, tu es assis là, à table avec nous, mais tu es encore en train de conduire ton taxi. Reviens à la maison, mon amour. » Elle avait compris avant moi que l'on peut être vivant physiquement tout en étant déjà absent. C'est ce qui a failli me tuer quand l'heure de la retraite a enfin sonné. J'ai rendu mes clés, j'ai garé la voiture pour la dernière fois et je me suis retrouvé face au vide. Pendant des mois, je n'ai rien fait. Je me levais, je prenais mon café et je m'asseyais dans ce fauteuil attendant que quelque chose arrive. Mais rien n'arrivait jamais. Je n'avais plus de trajet, plus de destination,
plus de clients à écouter. Je n'étais plus Jean-Pierre le chauffeur, j'étais juste un vieil homme qui attendait la fin. Et le corps, quand il sent qu'il n'a plus de but, commence à se préparer à partir. Ce sentiment d'attendre la fin, c'est une lente érosion de l'âme. Mon corps, habitué aux vibrations de la route, s'éteignait dans le silence de mon salon. Pendant 2 mois, je n'ai été qu'une ombre. Margaret passait près de moi, me demandait si je voulais encore un café, je disais oui, et la journée se refermait ainsi, sans relief. Si vous n'avez aucun but qui vous attend au réveil, vous ne faites qu'attendre le départ. Et le corps, fidèle serviteur, finit par obéir à cet ordre silencieux. Mais un matin, sans que je sache vraiment pourquoi, j'ai poussé la porte qui menait au petit jardin partagé en bas de l'immeuble, un îlot de terre rare caché derrière la place des Vosges. Il y avait une mauvaise herbe, une intruse, qui étranglait un plant de tomates. Je l'ai arrachée, puis une autre, et encore une autre. 2 heures plus tard, j'étais à genoux, les mains noires de cette terre parisienne fertile, le souffle court, mais le cœur battant à un rythme que j'avais oublié. Quand je suis remonté, Margaret m'attendait sur le pas de la porte. Elle m'a regardé avec cette lueur dans les yeux, celle d'une femme qui avait attendu non pas 1 heure, mais des années, que son mari revienne enfin de sa course. J'avais trouvé un but. Un but n'a pas besoin d'être grandiose ou de changer le monde. Il doit simplement vous arracher à votre fauteuil. Pour moi, c'était ce jardin, la promesse d'une pousse, la responsabilité d'une fleur. À 70 ans, j'ai instauré ma propre loi. 20 minutes de marche chaque jour, qu'il pleuve sur la Seine ou que le soleil tape sur les toits d'ardoise. Je connais aujourd'hui chaque fissure de ce trottoir, chaque pavé descellé qui mène jusqu'au pont Marie. Ces petites routines sont les fils d'acier qui me retiennent au monde. Si j'avais passé ces décennies à contempler le plafond, je ne serais pas là pour vous raconter cette histoire. Chaque jour, je me suis donné une raison. Parfois, c'était une raison dérisoire, presque embarrassante. Descendre pour contester le prix du journal avec le kiosquier du coin. Mettre un vieux disque d'Édith Piaf à 7 heures pile, ou guetter le passage de la lumière à travers mon vitrail à exactement 16 heures. Ces choses sont petites, oui, mais elles ont donné une direction à mes journées. Ceux que j'ai vus partir le plus vite, ce sont ceux qui ont pris leur retraite du travail et de leur but en même temps. Ils se sont assis, tout simplement, et le corps a pris le signal. L'estomac plein de nourriture saine, mais le cœur vide de projets, ils se sont laissés dériver, doucement, sans bruit. Le secret n'est pas de vivre pour toujours, c'est de ne pas mourir avant l'heure. Chaque matin, je donne à mon corps une preuve que je compte rester encore un peu. Je surveille la croissance de mes herbes aromatiques, je salue les gargarismes des pigeons sur mon rebord de fenêtre. J'ai compris que la vieillesse n'est pas un naufrage si l'on garde un cap, même s'il ne s'agit que d'atteindre le bout de la rue. La discipline est devenue ma liberté. Les gens me demandent souvent
pourquoi je m'obstine à monter mes 4 étages à pied à mon âge? Je leur réponds que chaque marche est une négociation avec le temps. Tant que je peux les monter, le temps n'a pas encore gagné. C'est dans cet effort, dans cette sueur légère sur mon front, que je me sens le plus vivant. Mais la vie, dans sa cruelle ironie, garde toujours son épreuve la plus difficile pour la fin, celle que même le plus beau des jardins ne peut totalement apaiser. La discipline est un rempart, mais elle ne comble pas le silence. Élise, ma Margaret, s'est éteinte il y a 11 ans. Ce sera 12 en octobre prochain. Avec l'âge, les années finissent par se plier les unes sur les autres, comme les pages d'un vieux livre qu'on a trop lu. C'est sans doute la partie la plus ardue de cette longévité dont tout le monde rêve, devenir le dernier témoin de sa propre vie. Le matin après son départ, je me suis réveillé à 6 heures par pure mécanique. Je suis allé dans la cuisine, le carrelage était froid sous mes pieds et j'ai préparé 2 tasses de café. Par habitude, par déni peut-être, je les ai posées sur la table en bois de chêne et je suis resté là, à les fixer. Je ne pouvais pas boire la mienne, c'était impossible. Mais je n'ai pas osé vider la sienne non plus. Je suis resté assis, immobile, tandis que le café refroidissait et que la lumière changeait dans la pièce, glissant sur les murs du marais. 1 heure est passée, peut-être plus. C'est à ce moment précis que j'ai compris. J'étais encore là. Mon cœur battait, mes poumons se gonflaient, et la journée n'allait pas m'attendre. Les heures continuaient leur course impitoyable vers le soir. Alors, je me suis levé. Je suis allé au jardin, j'ai arraché quelques herbes, j'ai fait mes 20 minutes de marche jusqu'au quai, et j'ai appelé mon fils, Luc. Luc a 78 ans maintenant. Il vit à Versailles, prisonnier de ses propres obligations. Au printemps dernier, il m'a appelé pour me dire qu'il comptait passer me voir, mais que le travail le submergeait, qu'il viendrait quand les choses se calmeraient. Je lui ai répondu avec la franchise brutale de ceux qui n'ont plus de temps à perdre. « Luc, j'ai 86 ans. Viens maintenant ou tu viendras pour mon enterrement. C'est ton choix. » Il est venu le samedi suivant. Nous sommes restés sur le balcon pendant 6 heures. Il m'a confié des fardeaux qu'il portait depuis 30 ans, et je lui ai dit des choses que j'aurais dû lui dire quand il en avait 40. Il revient toutes les 3 semaines désormais. Avoir les siens autour de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Je dois être honnête, car je suis trop vieux pour mentir. Une partie de cette longue vie est une question de chance. Mon père a vécu jusqu'à 94 ans. Ma grand-mère a dépassé les 90. Le corps dont j'ai hérité avait de bonnes fondations. Je pourrais vous raconter que tout n'est que discipline et volonté, mais ce ne serait qu'une demi-vérité. Et les demi-vérités sont pour ceux qui ont encore quelque chose à protéger. Je m'appelle Jean-Pierre Bénédicte, j'ai 96 ans. Ce matin, j'ai fait mon café, j'ai regardé la chaise vide en face de moi et je lui ai dit « bonjour », comme je le fais chaque jour. Mangez de la vraie nourriture, bougez chaque jour, même si vos genoux protestent. Gardez vos proches à portée de main.
mais surtout, trouvez quelque chose, n'importe quoi, qui rende le fait d'ouvrir les yeux digne d'intérêt. Cessez de simplement traverser vos journées comme si elles étaient des obstacles. Un homme peut atteindre 100 ans en étant déjà parti bien avant, à force d'attendre d'arriver quelque part. Les jours ne sont pas sur votre chemin. Les jours sont le chemin tout entier. Le soleil décline sur la Seine, et pour la première fois de ma vie, je n'ai plus besoin de conduire pour savoir où je vais. Je suis déjà arrivé. Si cela vous a aidé, aimez et partagez. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Protégez votre paix.